L'histoire commence au printemps 2015, à la Tour David de Jérusalem. Il y a une exposition qui s'appelle Jérusalem, un diagnostic médical. Et dans cette exposition, qui parle donc de la vie médicale à Jérusalem depuis 2 siècles, on trouve un objet assez intrigant, une petite ampoule très ancienne, très vieille, qui date apparemment du début du XXe siècle. Bonjour Marc Heisenberg. Bonjour Marc. Bonjour, est-ce que vous me recevez correctement? Mais on Très vous bien, reçoit on vous reçoit parfaitement. et on vous voit en plus. Très bien. Alors, je voudrais commencer par quelque chose qui s'éloigne un petit peu du coronavirus. Je sais bien qu'on fait 2 heures d'émission sur le corona. J'espère que nos auditeurs me pardonneront. Au contraire, de ça va nous prendre faire un du sujet bien. Ça va nous faire du bien, au contraire. Un petit peu différent, mais pas très loin. L'histoire commence. On m'entend? Oui, très On bien, vous entend, Marc. on vous voit. Oui, pardon. L'histoire commence au printemps 2015, à la Tour David de Jérusalem. Il y a une exposition qui s'appelle Jérusalem, un diagnostic médical. Et dans cette exposition, qui parle donc de la vie médicale à Jérusalem depuis 2 siècles, on trouve un objet assez intrigant, une petite ampoule très ancienne, très vieille, qui date apparemment du début du XXe siècle. Et cette ampoule ne faisait pas partie à l'origine de l'exposition, mais les gens regardent et posent des questions. Et on apprend que c'est un vieux monsieur qui l'a apporté quelques heures avant le début de l'exposition et que cette ampoule contiendrait un échantillon du premier vaccin contre le choléra. Et cette ampoule est entourée d'une lettre, et cette lettre mentionne le nom d'un certain Waldemar Haffkine, un microbiologiste. Le nom est lâché. Et là, chers auditeurs, en ces temps difficiles où nous sommes tous confinés à la maison, je pratique, sûrement comme certains d'entre vous, un peu de zapping Internet. Vous savez, le zapping à la télévision, on passe de chaîne en chaîne, on passe d'un premier programme à un deuxième, et finalement on tombe sur un programme improbable qui nous passionne et qu'on regarde jusqu'à la fin. Alors c'est la même chose pour le zapping Internet. Je vois ce nom de Waldemar Haffkine, je m'y intéresse, je vais sur un deuxième site, un troisième, et depuis 48 heures, j'ai découvert, je ne vis que par l'intermédiaire de ce Waldemar Haffkine dont je vais vous raconter l'incroyable destinée ce matin. Alors, qui est ce Waldemar Haffkine? Waldemar Haffkine est né en 1860 à Berdyansk en Russie, aujourd'hui ça serait en Ukraine, d'une famille juive assimilée. Il fait ses études à Odessa et à Saint-Pétersbourg en physique, mathématiques et zoologie. Il est membre de la Ligue juive d'autodéfense et à ce titre surveillé par la police soviétique qui est très antisémite. Et d'ailleurs, au cours d'un pogrom, il défend une maison juive, il est blessé et il est arrêté par la police. Et il est relâché grâce à l'intervention d'un de ses professeurs, le célèbre biologiste Ilya Metchnikov, qui obtiendra en 1908 le prix Nobel pour sa découverte des mécanismes de défense immunitaire contre les bactéries au moyen des globules blancs, ce qu'on appelait la phagocytose. Et ce Metchnikov va être quelque part le protecteur de notre Waldemar Haffkine, H-A-2-F-K-I-N-E, pendant toute sa vie. Alors, il est relâché et il continue ses études en Russie. Mais en Russie, il y a une très grande vague de violence antisémite, notamment consécutive à l'assassinat en 1882 du tsar Alexandre II. Et pour poursuivre sa carrière, on lui demande de se convertir à l'orthodoxie russe. Haffkine refuse et il a une proposition pour enseigner la biologie à Genève et il se déplace en 1888 en Suisse. Et là, il apprend
que son protecteur, Metchnikoff, vient d'obtenir un poste très important à l'Institut Louis Pasteur, en France, et il lui demande de l'engager. Metchnikoff lui répond qu'il ne peut lui proposer qu'un simple poste d'aide bibliothécaire. Et Havkine lui répond que pour avoir l'honneur de rejoindre Louis Pasteur, il aurait même accepté un poste d'homme de ménage. Donc en 1889, il se déplace à l'Institut Pasteur. Il travaille comme aide bibliothécaire, mais le matin, avant de prendre son service, il fait des recherches et très rapidement, grâce à son intelligence et sa ténacité, il fait 2 publications et il travaille jusqu'à découvrir en 1892 un vaccin contre le choléra. Ce vaccin ne fait pas l'unanimité à l'Institut Pasteur et devant le scepticisme général, que fait Havkine? Il s'inocule le vaccin à lui-même et il en guérit. C'était un acte héroïque, très difficile, puisqu'on constatera après que son vaccin, le premier vaccin au monde contre le choléra, ne fonctionnait que dans la moitié des cas. Néanmoins, il en est sauvé, et donc ce vaccin a, entre guillemets, passé son baptême, et il va le proposer aux autorités russes. Et les autorités russes refusent. Pourquoi elles refusent? Nous préférons des paysans russes qui meurent du choléra plutôt que d'être sauvés par un médecin juif. Vous voyez la gravité de ces propos. Le choléra, depuis un siècle, est une maladie absolument épouvantable. Et il y a eu de nombreuses épidémies et pandémies. D'abord au Bengale, mais ensuite dans le monde entier, y compris en France dans les années 1850, où 100 000 Français, dont 20 000 Parisiens sont morts du choléra, d'une population qui était 10 fois inférieure à celle que nous connaissons maintenant. En Angleterre, 50 000 Anglais sont morts du choléra. C'est un fléau mortel mondial. Havkine décide d'essayer de sauver des populations à l'endroit où il y a la pandémie la plus forte, c'est-à-dire en Inde. Et il prend son bâton de pèlerin et il va en Inde pour soigner des populations avec son vaccin. Et il réussit à vacciner 4 millions de personnes. 4 millions de personnes et des centaines de milliers d'habitants sont sauvés grâce à lui. Il se déplace constamment entre Bombay et Calcutta et il fonde en 1899 un petit laboratoire de recherche, l'Institut Havkine à Bombay. Et cet institut existe encore, c'est beaucoup développé et existe encore de nos jours. Et en Inde, Valdemar Havkine fait une deuxième découverte extrêmement importante, un premier vaccin contre la peste. Et la peste frappe évidemment encore plus que le choléra, notamment dans le continent indien. Grâce à ces centaines de milliers de vies qu'il sauve en étant infatigablement sur le terrain, il va voir les gens, il regarde s'ils sont bien soignés, il paye de sa personne tous les jours. En 1897, la reine Victoria lui a remis en personne l'ordre de l'Empire des Indes, la plus haute distinction de l'Empire britannique. Et quelques années plus tard, Rajendra Prasad, ce serait le premier président de l'État d'Inde quand il sera indépendant. Donc, ce président exprimera ainsi sa reconnaissance. Nous devons beaucoup au docteur Valdemar Havkine. Sa venue dans notre pays a diminué les ravages de la peste et du choléra. Et l'Inde a même créé un timbre à son effigie et les populations le surnomment le grand magicien blanc. Mais Valdemar Havkine va être victime de nouveau de l'antisémitisme. Je dis de nouveau, puisqu'il l'a rencontré évidemment en Russie, raison de son émigration en Europe, et qu'en France, évidemment aussi, dans une période extrêmement antisémite de la libre parole de Drummond, il avait été attaqué pour ses racines juives. Et bien même en Inde, il est victime de l'antisémitisme britannique et éclate une affaire
19 patients liés à son institut décèdent et il est accusé de ces morts, il est jugé coupable et il est déchu de toutes ses responsabilités et il est renvoyé en Angleterre. C'est peut-être la fin de sa carrière. Alors, comment s'est finie cette affaire? Comment elle a affecté justement la fin de la carrière de Vladimir Avkine? Quel type de personnalité Vladimir Avkine était-il dans le privé? Surtout, quel type de juif était-il venant d'une famille assimilée? Est-ce qu'il était un juif assumé ou un juif par hasard ou honteux? Est-ce qu'il était sioniste? Pour quelle raison est-il tombé dans l'oubli alors que à la fin de sa carrière, il avait été reconnu par les plus hautes autorités scientifiques pour les 2 vaccins dont je vous ai parlé, ce vaccin contre le choléra et le vaccin contre la peste. Pourquoi il est tombé dans l'oubli? Quel rapport entre ce destin incroyable et le coronavirus aujourd'hui? Parce qu'il y a un rapport. Je vous invite à connaître la fin de cette destinée magnifique et incroyable demain sur Studio Qualita à 10h30 en faisant attention à l'heure d'été puisque ça va changer cette nuit, si vous voulez connaître la fin de ce personnage hors norme, Valdemar Avkine. Très bien, on sera au rendez-vous en tout cas Marc et Daniel sera avec vous pour connaître la fin de cette passionnante histoire que vous nous avez racontée. Voilà, et puis puisque vous aimez bien les histoires et juste avant de passer aux questions des auditeurs et de ceux qui nous suivent, eh bien sachez, puisque beaucoup d'entre nous regardent Netflix, il y avait une série qui fait grand bruit et de plus en plus de bruit, une série chinoise qui s'appelle My Secret Terius et qui parlait déjà d'un virus créé par l'homme, attention, alors on ne sait pas si on est dans la réalité ou dans la fiction, qui s'appelait le coronavirus et on était en 2018. Je peux vous dire que vous pouvez vérifier sur votre compte Netflix si vous en avez un, vous allez trembler. Voilà. Très bien, on passe maintenant aux questions des auditeurs qui continuent d'affluer sur notre ligne et Marc va répondre à ces questions. Alors Marc, il y a un jeune homme de 24 ans qui nous vient de Marseille, qui a fait son alia de Marseille et qui en fait a fait un programme Massa, donc au début en tant que touriste, puis il a été pris en charge par Nefesh Benefesh, qui l'a aidé à obtenir une dérogation pour entrer dans l'armée vu son grand âge. Le Bitoire Leumi aujourd'hui exige de lui de payer une somme assez élevée alors qu'il intègre l'armée dans 1 mois et qu'il faisait partie de Massa, donc il n'aurait pas dû payer rien du tout au Bitoire Leumi. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? C'est un dossier un petit peu compliqué parce que malheureusement, s'il était resté chez Massa, la situation était claire. Comme il a été pris en charge par un deuxième programme, sa situation au niveau administratif est moins aisée. Et évidemment, aujourd'hui, il est très dangereux de rester sans couverture sociale, notamment dans la grave crise de corona que nous connaissons. Donc peut-être que malheureusement, on va lui conseiller, au moins dans un temps, de payer cette somme au Bitoire Leumi. Mais quoi qu'il, nous allons le diriger vers notre expert, Michal Vaknin, qui est spécialisé dans les questions du Bitoire Leumi et qui va pouvoir étudier son dossier et lui donner la meilleure réponse rapidement. Ok, alors il y a une autre question, une question de Madame Monique de Ashdod qui appelle pour un homme âgé, il a 82 ans, il vit seul avec son chien qu'il doit sortir tous les jours. Évidemment, il doit aussi faire ses courses. Elle a entendu sur Studio Qualita un bénévole parler de son action envers les anciens et la distribution de repas aux anciens et aux nécessiteux. Est-ce qu'elle voudrait bien sûr plus d'informations? Alors, quand on a aujourd'hui 82 ans, il ne faut pas sortir de la maison. On a un facteur de risque supplémentaire, des défenses immunitaires qui sont plus faibles. Cela ne signifie pas que les gens âgés de 30 ou 40 ans ne peuvent pas être touchés, et même gravement touchés par le corona. Personne n'est au-dessus de cette pandémie, personne n'est au-dessus de cette maladie, mais l'âge est un facteur de risque parmi d'autres. Cette personne ne doit pas sortir de chez elle. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un réseau de bénévoles justement destiné à aider
dans un cas comme celui-ci. Donc il faut remplir un formulaire en ligne sur notre site internet www.info-covid19 www.info-covid19calita.com pour voir qui, dans sa ville, à proximité de chez lui, va pouvoir à la fois sortir son chien et lui faire les courses alimentaires. Ok, alors une autre question, c'est un couple, cette fois-ci, de Natania. Ils ont fait leur alia en 2017 et ils ont continué de faire des allers-retours sur la France pour exercer leur activité professionnelle. Ils ont fait une alia définitive le 31 décembre 2019. Lui est âgé de 65 ans, il est diabétique stable et grâce à des médicaments obtenus en France, mais par contre le stock de médicaments est bientôt épuisé. Il voudrait obtenir une couverture sociale. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, sans pouvoir être totalement affirmatif, parce que je n'ai pas tous les éléments du dossier, et je ne suis pas le spécialiste de cette question, mais il semblerait que dans leur cas, ils aient perdu la toshavut. C'est-à-dire, quand j'obtiens la nationalité israélienne, je suis également toshav, j'habite le pays. Mais si je passe plus de 6 mois par an à l'étranger, je perds la toshavut. Donc je crois comprendre que comme ils ont été beaucoup à l'étranger, ils ont perdu la toshavut puisque leur centre de résidence n'était plus Israël, mais la France. Or, c'est le fait d'être résident en Israël qui donne droit à la coupat cholim. Alors, normalement, la règle, c'est, en période habituelle, c'est j'attends 6 mois quand je reviens dans le pays pour de nouveau être toshav israélien, et à ce moment-là, j'ai droit à la coupat cholim. Mais évidemment, quand on est malade, quand on a des traitements à suivre, et encore plus dans la période actuelle, on ne peut pas se permettre d'attendre ces 6 mois, et dans ce cas-là, on doit payer une somme élevée pour être réintroduit à leur coupat cholim qui est Maccabi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les diriger vers Madame Carole Azoulay, qui est la porte-parole francophone à cette coupat cholim Maccabi, pour regarder avec un expert comment traiter au mieux leur dossier. Vous voyez, de toutes ces questions, l'essentiel, c'est de communiquer. On n'aura pas toujours la meilleure réponse. Nous avons la chance de travailler avec de nombreux experts, avec de nombreuses personnes très compétentes à l'intérieur ou à l'extérieur des différentes administrations. Et avec cette entraide et cette mise en relation, on va pouvoir essayer de vous aider au maximum. De la même façon que nous avons entendu ce matin l'ambassadeur de France en Israël expliquer qu'il y a de nombreux services qui existent sur le site de l'ambassade, qu'il y a de nombreuses instructions qui sont traduites en français sur le site de l'ambassade, qu'il va peut-être y avoir une aide sociale en provenance de la France pour les personnes les plus démunies. Je me suis entretenu avec l'ambassadeur après son interview sur Calita et nous avons ainsi fixé que si il y a un budget social qui vient de la France pour aider une partie des francophones en détresse ici, Calita abonderait ces sommes pour travailler ensemble. Donc, dans la communication et en mettant ensemble nos ressources, nous allons pouvoir aider les situations les plus critiques et ensemble, nous allons pouvoir vaincre ce virus. Restez chez vous, cultivez-vous, amusez-vous et zappez sur Internet si vous voulez bien et écoutez Calita parce que nous ne donnons pas que des nouvelles anxiogènes, nous essayons également de vous donner un certain nombre d'astuces, un certain nombre d'outils pour mieux vivre ce terrible confinement. Très bien. Dans quelques instants d'ailleurs, juste Marc, on va terminer par une petite note d'humour parce qu'on a besoin d'humour pendant cette période. Merci beaucoup Marc Eisenberg d'avoir été avec nous et cette passionnante histoire que nous continuerons demain avec Daniel Haïk.